Bonjour, bonjour tout le monde. Vous m'entendez là? Oui, Ok, parfait. Bon, on va juste attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Donner encore quelques minutes supplémentaires, aux gens qui vont arriver.
Bon, je pense que les gens vont rentrer au fur et à mesure. On va pas trop les attendre non plus. Je pense que 5 minutes, c'est déjà bien. Euh, et voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'espère que vous avez passé quand même une bonne semaine, même si elle n'a pas encore fini. Aujourd'hui, c'est jeudi. Euh, que normalement, les jours d'apéro. Sinon, tous les jours sont les jours de l'apéro, sinon, hein. Mais les jours aussi de fêtes étudiants, les jours aussi de Covid. Voilà, tout ça. Euh, bon, cette plateforme, ça ne doit pas être inconnue pour vous. La seule chose par rapport à la plateforme et le déroulement du cours qui je vais vous parler, vous raconter en fait, c'est que bien sûr, ne sont pas tous les élèves de groupe qui sont inscrits encore. Parce que, comme quelques-uns d'entre vous ont bien remarqué, euh, j'ai vos mails, mais je n'ai pas la liste de chaque groupe. Donc, ça va dire qu'il faut que je vous demande à qui appartient à tel groupe. Et du coup, c'est pour ça que je vous vais envoyer les gros formes. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. Euh, et c'est la seule façon que j'ai trouvé d'ajouter chaque personne dans cette équipe. Parce qu'avec la plateforme Teams, il faut ajouter chaque personne individuellement. Et comme j'ai pas encore les comptes de l'université, je suis en train d'utiliser la compte de ma université au Brésil. Donc c'est pour ça qu'il y a encore plus de restrictions. Mm. Mais apparemment, vous m'entendez, vous me voyez, donc on est ensemble, nous sommes quoi? Nous sommes là 15 personnes. Mm. Et tous les cours, chaque cours, il va être enregistré. Mm. Si vous avez perdu en cours, les cours de ton groupe, il sera enregistré. La plateforme Teams, elle laisse disponible chaque enregistrement pendant 20 jours. Vous allez voir que dès qu'on finit ces cours, en bas dans l'équipe, il va rester là le thumbnail de vidéo. Comme ça, vous pouvez aller chercher et il reste disponible pendant 20 jours. 20 jours, c'est assez suffisant, à mon avis. Pour ceux que soit ils ont tombé malades, soit ils ne peuvent pas être présents dans les cours là sur les moments. Donc, je pense vraiment que bonjour, c'est nickel, quoi. C'est une bonne quantité de jours. Mm. Et du coup, il va. Oui, oui, je ne. En fait, j'ai ajouté une. Merci Mélissa. Je veux voir combien de gens j'ai ajouté. Euh, j'ai 26 personnes que j'ai invitées, que j'ai ajoutées. Et si je ne me trompe pas, les groupes, il y a 35. C'est qui ont, si, je ne sais pas si vous êtes en contact avec plusieurs personnes là, mais c'est que ont de difficultés pour accéder les cours. Microsoft Teams, c'est un peu les bazars. Du coup, je vous conseille de sortir, de fermer l'application, de fermer vraiment l'application, peut-être même réinitialiser l'ordi et après essayer d'entrer.
Sinon aussi, ils peuvent répondre les formulaires. Là, je veux vous envoyer les liens, comme ça, si vous voulez partager avec eux en direct, c'est beaucoup plus facile. Euh, Voilà. Je vous envoie les liens du Google Forms que si vous avez déjà répondu, vous n'avez pas besoin de refaire, surtout que vous êtes là. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de faire. C'est juste pour ceux qui ne sont pas encore ajoutés. Donc là, et aussi, vous pouvez partager avec ceux qui ne sont pas là, pour qu'ils puissent remplir. Comme ça, je peux le recoloquer, le remplacer dans ces groupes. Et je vais vous envoyer aussi, c'est que vous pouvez partager alors, le lien du groupe. Voilà, les liens du groupe de l'équipe. Si ces liens ils ne marchent pas, on peut peut-être essayer celui-ci. Mais voilà. Parce que la seule façon, exactement parce que moi j'aime pas la compte OPEC encore, je suis obligé d'ajouter chaque personne individuellement. Et du groupe 2, là j'ai 30 personnes qui ont répondu les questionnaires, mais quelques-uns ont répondu 2-3 fois. Et donc, tout ça fait 26. C'est pour ça, il y a une partie qui n'a pas répondu. Sinon, ce que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de écrire le mail de ceux qui ne sont pas là sur les chats et je vais les ajouter tout de suite. Comme ça, voilà, c'est pratique, c'est facile. Du coup, si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas là, qui veut retrouver des difficultés ou n'est pas encore ajouté ou que c'est dit qui n'est pas encore ajouté dans mes groupes, vous pouvez envoyer par les chats ici. Leur mail. Parfait. Ah, c'est parfait, c'est nickel. Merci, merci. Ah, vous êtes trop fort là. Je suis en train de les ajouter déjà, hein.
Marilyn, en fait, je viens de envoyer un mail, je viens de l'ajouter en fait. Je ne sais pas si elle a reçu, sinon il faut vérifier les spams. Les spams et la boîte, la poubelle et tout ça. Mais tout ce que vous m'avez donné, je viens d'ajouter. Donc, je pense que c'est bon. Et merci à vous. Merci à vous. Et je veux juste vérifier la quantité de gens pour voir. Voilà, là, on a 31 personnes sur le membre. Il reste peut-être quelques-uns, mais voilà. Et encore une fois, des fois, la personne elle a déjà reçu l'invitation. Je vais vous envoyer encore une fois les liens de groupe, comme ça, si vous voulez les envoyer aussi. Voilà. Je pense que je vais vous envoyer aussi les codes de l'équipe, non? Oh non, je pense pas. Non, je vais pas vous envoyer. Oui, non, je vais pas envoyer les codes de l'équipe. Je peux faire ça tout de suite aussi. Comme ça, ce serait plus facile. Sinon, les codes de l'équipe, est celui-là. Mais normalement, les codes d'équipe ne marchent pas trop. Mais voilà. Bon, sinon, au fur et à mesure, vous pouvez aussi envoyer des messages au chat, euh, envoyer les mails de ceux euh, qui n'arrivent pas à connecter. Hmm. Euh, des fois, comme je dis, des fois Microsoft Teams il bug, donc il faut réinitialiser l'application pour pouvoir y accéder. Donc voilà, c'est Microsoft quoi. Euh, bon, petit. Donc voilà. De toute façon, euh, c'est que je trouve que c'est important de dire, c'est que tous les cours ils seront enregistrés. Donc même c'est que n'ont pas réussi à connecter là tout de suite, oh ils ont eu un souci technique, oh tombé malade, voilà. Euh, ils vont avoir accès aux enregistrements pendant 20 jours. Donc voilà. Et cet enregistrement, il va être affiché dans notre équipe. Donc à la fin cours d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il va avoir les thumbnails euh, de l'enregistrement que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir télécharger tout de suite si vous voulez. Une fois que vous téléchargez pour vous, c'est pour tous vos vies. Donc c'est ça, voilà. Euh, je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça pendant toutes vos vies, hein, mais voilà. Euh, et bon. Euh, je pense que c'est bon qu'on peut commencer là avec les projections, avec les cours. Hmm. Donc,
juste pour récapituler, la dernière semaine, on a parlé du CV, on a parlé de 3 grandes sphères de communication qui sont partout et qui, d'une façon ou d'autre, arrivent à boucler les structures de la communication. Ça veut dire de la communication professionnelle, bien sûr. C'est les sphères où il y a l'individu qui va communiquer avec l'entreprise. L'idée aussi de la communication interne, de la communication entre dans l'entreprise, interpersonnelle, voilà. Et aussi la communication qui sort de l'entreprise vers les marchés. Et du coup, cette communication vers les marchés, elle peut être soit aller vers les marchés, comme on a discuté, elle peut être aussi vers la société pour faire, par exemple, quand on parle beaucoup de la question de l'environnement. La question de l'environnement, c'est plutôt un souci social et un sujet qui concerne la société. Et quand une entreprise vient en public à parler de ça, c'est parce qu'une entreprise s'enquête, entre guillemets, par rapport à la société. Donc voilà. Bien sûr, bien entre guillemets, hein, j'ai dit comme ça. On sait très bien que ça ne se passe pas forcément comme ça avec la bienveillance des entreprises. Hein. C'est pas toujours comme ça. Bon, il y a une troisième façon de communication, c'est aussi la communication de l'entreprise vers l'individu qui sait, par exemple, c'est qui boucle les systèmes. Ça veut dire que c'est les communications qui va chercher, qui va offrir un poste, qui va voilà, essayer d'embaucher quelqu'un, qui c'est une communication plutôt dirigée vers l'individu. Bon, on a parlé aussi du CV, c'était notre première approche. Dans cette histoire de CV, on a, si je me souviens bien, on a essayé de reprendre tous les éléments qui font partie du CV, ou pas forcément tous les éléments, mais ceux qui on pense qui sont les meilleurs, qui sont les bons. Et on avait mis sur les tableaux et on a aperçu déjà que c'était très compliqué de faire un CV, par exemple, une seule CV pour la quantité de postes qu'on a dans notre vie. Donc, voilà. Et quand on a mis les éléments sur les tableaux, un problème est vite ressorti. Ça veut dire qu'on a perçu qu'on avait on avait trop d'éléments pour arriver à mettre dans une feuille A4 et une feuille A4 quoi. Juste recto, pas recto verso. Hein. Donc, comment organiser, comment arranger ça, comment faire d'une sorte que ça soit beau et efficace et simple et élégant. Les mots d'aujourd'hui, ça va être élégant, ou élégance. Parce qu'on va taper suivant sur ces mots-là. Et je pense pas que je vous avais demandé, je pense pas. Mais à la fin d'aujourd'hui, on va reprendre, on va continuer à parler un peu de CV, mais à la fin, je vais vous demander un devoir, une chose très simple. Si je n'avais pas demandé, mais je vais redemander parce que ça presse pas. Et dans ces cas, c'est bien de faire petit à petit. Mais vous allez voir à la fin du cours. Là. Bon, du coup, je vais projeter mon écran là, partager. Et à partir du moment que je partage mon écran, je vous vois plus du tout.
Ça veut dire... Ah, je trouve pas le... Ça veut dire que... ça veut dire que je vous vois pas de tout. Du coup, ce que vous écrivez sur les chats, je vois plus. Parce que malheureusement, c'est l'interface de Teams. Dans ce contexte-là, je demande si vous voulez participer, si vous voulez intervenir, poser une question, ou juste dire je ne suis pas d'accord. Hein. Je vous invite à ouvrir votre microphone et participer. C'est pas, sinon je vais rester ici une heure et demie en train de parler. C'est les derniers cours d'aujourd'hui, j'ai plus de voix. Donc voilà. Et donc vous êtes libre pour intervenir quand vous voulez. Et ça va nous approcher un peu. Je vous demande juste, j'imagine que vous voyez bien mon écran, si je ne me trompe pas. Là, c'est le moment de vous participer, de dire oui, on voit bien l'écran. Bon, comme personne répond, je veux supposer que vous voyez bien mon écran. Donc, oui, merci, merci. Bon, là, la question, c'est exactement les CV partie 2. Hein. C'est la dernière fois qu'on va parler de CV, de choses de CV. Hein, deuxième et dernière fois. Parce qu'après, on part à la lettre de motivation. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas faire de devoirs concernant les CV. Donc, parce qu'on va avancer dans deux fronts différents. Ça veut dire les fronts pratiques, d'abord les CV, et donc d'autre côté, les fronts théoriques que c'est les lettres de motivation. Et après, on va suivre comme ça. Du coup, dans cette présentation, en fait, ce que je voulais faire, c'est de apporter quelques petits détails extra. Hein, sont des petites remarques, des petits détails, de choses que vont apporter une autre façon, une autre perspective de percevoir les CV et peut-être régler quelques soucis qu'on a eu la dernière fois. Par exemple, si je ne me trompe pas, c'est au bout d'un moment qu'on en a passé les tableaux, on a fait sur les tableaux plusieurs éléments qui font partie de, d'un CV. Au bout d'un moment est sorti objectif. Je ne me souviens pas si c'était dans ces groupes ou dans un autre. Et ça, c'est une question très compliquée quand on parle d'objectif, par exemple. Parce que dois-je mettre objectif dans mon CV? Est-ce que c'est cohérent de mettre ça? On va voir que ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a plusieurs façons de recrutement. Et c'est ça qu'on va observer. On va inverser un peu la perspective. Inverser l'approche. Donc, d'abord, une chose qu'il faut être vraiment clair. Est-ce qu'il y a les meilleurs CV et les pires CV? Bon, je m'en doute de meilleurs, mais je pense que les pires, il peut avoir quelque part. Hein. Parce que les pires, il existe toujours. Les meilleurs, il est toujours surmontable. On peut toujours
les surmonter, quoi. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour nous, dans ce moment, il n'y a pas ni les meilleurs, ni les pires, mais les bons. Il est bon, il est, on va dire, entre les deux, parce que il est correct, il est élégant, il va vous permettre de réussir dans votre enquête, notre quête, pardon, dans la recherche d'emploi. Et c'est quoi exactement ces bons CV? C'est quoi ce qu'on appelle de bons CV? Il y a 3 caractéristiques qu'il doit avoir. 1, c'est de présenter clairement votre expérience et vos compétences. 2, prouver aux employeurs que votre profil professionnel correspond au poste qu'ils ont à pourvoir. 3, leur donner envie de vous rencontrer. Regardez bien. On a là 2 choses différentes. Et une troisième, c'est la conséquence. Présentez clairement votre expérience et vos compétences. C'est quoi présenter clairement? Être succinct, être clair, être en gros, pas dire trop ni dire très peu, mais aussi présenter clairement, c'est aussi la partie visuelle. Du coup, dans un bon CV, on doit d'abord comprendre, donc on va dire, pas que dans un CV, mais comme on est en train d'aborder les CV, on va dire dans les domaines du CV. Dans un bon CV, il y a plusieurs genres de langage. On a surtout ce qu'on peut d'abord distinguer en 2 grands courants de langage. Les courants de langage verbal et non verbal. Et c'est là que, présenté clairement, il passe aussi par les non verbales. Et là, c'est la différence entre prouver aux employeurs que votre profil professionnel correspond au poste. Comment on peut prouver aux employeurs que notre profil correspond au poste? On va décrire notre expérience professionnelle. On va décrire notre formation. Ce sont des contenus plutôt intelligibles. Mais comment on va les présenter? Voilà, ça c'est plutôt du domaine de ce qu'on appelle dans la communication, plutôt dans le domaine du sensible. On va arriver là. Effectivement, si on réussit à présenter clairement et à avoir de bonnes expériences, la réaction naturelle, c'est que notre candidature soit retenue. Ça veut dire que ça va les donner envie de nous rencontrer. C'est pour ça que je dis que à la base, en regardant là, on voit qu'il y a tout de suite 2 choses différentes. La partie de sensible, de qualité, de visuel, de langage non verbal, et la partie qui a un rapport plus fort avec les contenus en soi. La partie de la formation, de l'expérience, voilà, tout ça. Suite. Bon, dans ces cadres-là, on commence à inverser. On a plusieurs façons de postuler. Là, je cite 3 qui je pense que sont les plus courants. Et chaque candidature, chaque voie que l'on utilise a certaines spécificités. A des spécificités que vont faire que notre CV doit s'adapter à ça aussi. Ce sont des détails encore, ce sont des détails pour bien finaliser vos CV. Du coup, les 3 voies sont les candidatures spontanées, les réponses à une offre d'emploi
et ou par des relations et recommandations, hein, aussi connus comme les pistons et les bouche-oreilles. Par contre, les pistons, j'ai mis bien entre guillemets, parce qu'on va voir qu'il est vraiment double tranchant. Ça peut être une chose qui peut vous mettre, vous impulsionner, de vous mettre en avant pour pour la candidature, mais aussi c'est quelque chose qui peut vous perturber, vous gêner pour X raisons. On va voir chaque chose dans son temps. Il faut juste savoir que la bouche à oreille, elle marche aussi. On peut même penser que, suivant on dit qu'un commerce, il marche bien sur les bouches à oreille. Mais si on fait une petite approximation avec la notion que Karl Marx il dit, il a la notion, qu'il comprend en fait les marchés du travail, on arrive vite à comprendre qu'en fait on est en train avec les CV de offrir notre force de travail. On est en train de vendre notre force de travail. Est-ce que cette position nous transforme en des objets? Non. Mais quand on dit qu'on vend notre force de travail, on a l'habitude de faire une association plutôt avec les objets. Et du coup, c'est dans ce sens que les bouches-oreilles, il peut s'approcher de cette définition. Parce que comme on sait qu'un produit marche très bien, quelqu'un va dire ah putain ce produit marche très 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 bien, il faut que vous achetez, c'est nickel, une fois que je commence à l'utiliser, je n'ai jamais eu de soucis. Voilà. Là, la même chose avec une recommandation. Il y a un poste, moi je connais quelqu'un qui bosse très bien, et qui fait son boulot de façon exemplaire, donc pourquoi pas le recommander. Ça c'est une bouche à oreille. La personne n'a même pas m'a demandé, voilà. Donc c'est différent du piston, mais on va voir. Bon, en sachant que chaque voix demande une certaine caractéristique de nos CV. Les candidatures spontanées, en fait, ils demandent que les CV, comme ça, les CV doivent permettre à l'employeur de comprendre rapidement les types de postes que vous pouvez et voulez tenir. C'est là, par exemple, qu'on retrouve les exemples des agences d'intérim et aussi, peu importe quelle candidature est spontanée. Ça veut dire il y a une entreprise, j'ai toujours eu envie de bosser dans cette entreprise, mais j'ai aucune idée s'ils ont un poste, j'ai aucune idée s'ils ont besoin d'embaucher des gens, je connais rien. Donc, dans ces cadres, les deux sont des candidatures spontanées, et les candidatures spontanées demandent par contre que vous soyez clair par rapport à les postes que vous voulez tenir et que vous pouvez surtout. Donc là, par exemple, mettre l'objectif ou encore poste recherché, c'est intéressant pour les candidatures spontanées. Du coup, il faut penser quand on fait un CV pour les candidatures spontanées, on mettre ce qu'on cherche, les postes recherchés. Par contre, c'est aussi de double tranchant. Parce qu'à partir du moment qu'on met en objectif un poste qu'on recherche, il peut nous limiter.
Il peut aussi nous limiter. Un exemple basique. Un exemple basique, c'est, par exemple, si on pense à quelqu'un qui est en comptable, qui a une formation de comptable, mais il veut faire une candidature spontanée. Il met là, dans son CV, candidature spontanée, poste recherché, comptable. Par contre, peut-être que l'entreprise, elle n'a pas besoin de comptable. Elle a besoin de quelqu'un dans la gestion financière. Peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un pour faire les payes. Peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un pour les RH. Donc, pour contrôler les paiements de fournisseurs. Voilà. En fait, les profils de quelqu'un qui a une formation en comptabilité marchent très bien pour ces exemples. L'information comme je peux dire, elle arrive à rendre compte de tout ça. Donc, mais à la fin, la personne a mis là dans son CV, poste à rechercher, comptable. Et du coup, ça la limite. Elle pouvait déjà avoir trouvé un poste, mais elle a mis juste un poste recherché. Et pas, par exemple, une expression peut-être plus généraliste. Du coup, c'est intéressant de bien comprendre votre domaine et à partir de votre domaine, arriver à faire de parallèles. Ces genres de parallèles avec d'autres secteurs, d'autres tâches dans les entreprises, c'est très important pour mettre dans poste recherché. Même plusieurs postes recherchés, voilà, qui ont un rapport entre eux, vous pouvez les mettre. Mais bien sûr, il faut avoir un rapport entre eux et un rapport avec votre formation. Si vous n'êtes pas formé pour ça, c'est meilleur de ne pas postuler, quoi. Mais voilà. Donc, c'est dans ces cadres et dans ces cas particuliers qu'on voit bien d'éléments objectifs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait que dans une feuille A4 où on doit mettre toutes les informations pertinentes pour réussir à trouver un poste, chaque place compte. Chaque petit centimètre qu'on arrive à avoir en plus compte. Donc là, malheureusement, entre guillemets, on ne peut pas enlever les postes recherchés. Par contre, si on sait les postes qu'on recherche, une autre tâche à côté est facilitée. Ça veut dire que choisir les expériences professionnelles, choisir les cours, les formations et tout vos vies intellectuelles, ça devient une tâche plus facile. Parce qu'on cherche quelque chose et du coup on fait un CV en ayant pour base cette chose qu'on recherche. Donc ça facilite d'un côté. Bon. Oh, pardon. Les réponses en offre d'emploi. Ça, c'est l'autre cas, très commun aussi. Tous les trois sont très communs. Ça change complètement. C'est pas nous qui on décide quel poste on veut. C'est l'entreprise qui dit écoute, nous, on a cette poste. Voilà. Ça vous intéresse, vous êtes capable, vous avez de l'expérience, vous êtes formé pour. Donc voilà, ça change la perspective déjà. Dans ces cas, quand c'est une réponse à une offre d'emploi,
les tris est réalisé selon les critères de l'annonce. Un niveau ou une filière de formation, des compétences particulières, une certaine durée d'expérience dans un tel domaine, telle fonction, tel type d'entreprise. Il faut donc que ces données apparaissent clairement dans votre CV. Par contre, s'il faut là, il faut savoir vous mettre en valeur. Parce que si l'entreprise cherche exactement un profil, il faut construire ces profils. Il faut vraiment construire ces profils. Et c'est là que vous allez réussir à profiter. Bien sûr, encore une fois, il ne faut pas mentir, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Soit vous avez des formations que mettent bien avec les profils et vous pouvez tout à fait les mettre. Soit vous n'avez pas et du coup, c'est meilleur soit d'oublier la candidature, soit de se renseigner pour faire d'autres formations. Et par contre, dans ces cadres-là, on n'a plus besoin de mettre l'objectif. Là, plus d'objectifs, on est tranquille, ça facilite notre tâche. Donc, on gagne la place pour pouvoir soit expliquer un peu meilleur chaque chose qui peut nous mettre en valeur, chaque élément, ou encore on gagne la place pour améliorer les zones d'aération, le design. On va voir ça plus tard, cette histoire de zone d'aération. Dans les relations et les recommandations. Et je pense que dans ces groupes, tout le monde connaît au moins une personne qui a été pistonnée. Donc, ça, c'est très compliqué. Dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, honnêtement, il sait pas. Je vous dis que ça arrive pas que dans les marchés, dans les milieux académiques, ça joue très fort aussi, les pistons. Si, par exemple, tu as fait ton doctorat avec quelqu'un qui est très connu et tout ça, et cette personne dit non, écoute, lui, il est bien, elle est super, et tout ça. Voilà, vous pouvez, c'est la moitié de chemin en fait. Donc, il y a beaucoup de jeux, de recommandations, de pistons aussi, pas que dans le marché, mais aussi dans les milieux académiques. Donc, si un jour vous voulez changer de métier, de secteur, juste pour ça, il faut savoir que des cons, il y a partout. Donc, voilà. Par contre, encore, les pistons et les recommandations, ça peut être toujours, ça peut apporter que de bénéfices pour la personne qui a pistonné ou recommandé. Voyons. La personne qui a pistonné, elle a fait la moitié du chemin parce que à partir du moment que les recruteurs vont voir son CV, va se dire « Oh là là, c'est telle personne. » Du coup, par piston, elle va devoir l'embaucher, mais aussi par recommandation, c'est différent. Par recommandation, c'est vraiment
les recruteurs vont avoir cette personne en tête, mais pas forcément de mauvaise façon. Donc, c'est ça que c'est intéressant. À la fin, on peut être pistonné et on peut être nul dans ce qu'on fait. La vérité, c'est que dans les vrais marchés, quelqu'un qui est juste pistonné et qui est nul dans ce qu'il fait, ne dure pas beaucoup dans les postes. Et parce qu'au bout d'un moment, ça se voit. Voilà, c'est net, quoi. Bon, c'est pour ça que on voit que la possibilité d'être pistonné peut vous apporter une chance de plus d'être prise pour les postes. Mais cela n'arrive pas toujours comme on le souhaite. Donc, des fois, exactement parce qu'on était recommandé, la recommandation, ça pose un problème. Parce que la recommandation, ça dépend aussi de qui elle vient. Si elle vient de quelqu'un qui bosse beaucoup, qui est bosseur ou bosseuse, et qui essaie de faire toujours son meilleur là, vous voyez qu'il est toujours là pour l'entreprise, voilà. Je dis pas encore une fois, je dis pas qu'il faut vendre vos âmes à l'entreprise. Ça, c'est pas bien. Mais je dis que ça, s'il y a une personne qui arrive à bien bosser et que cette personne qui a bien vu dans l'ensemble de l'entreprise vous recommande, ça veut dire que vous êtes bien parti. Par contre, c'est là que je vais arriver. Des fois, on a toujours des potes, des copines, une tante, je sais pas, qui veut nous recommander. Là, on est à la maison, en train de rien faire, on glane un petit peu, voilà. Et au bout d'un moment, non, écoute, je suis cadre là, je veux vous mettre dans l'entreprise. Voilà. Les problèmes, c'est que des fois, ces pistons, cette recommandation, vient de quelqu'un que n'est pas très bien vu dans l'ensemble. La personne, cette tante, ses potes, cette copine, voilà, ils peuvent être vraiment très cool, ils peuvent être vraiment géniaux, sympas avec vous. Mais on ne sait pas comment cette personne se comporte dans les boulots, pendant les heures de travail. Donc c'est ça qui va jouer une énorme différence aussi. En plus, dans les boulots, pendant qu'on bosse, on n'est pas là pour être des amis. On est là pour bosser. Donc voilà, ça commence par là. Donc la personne elle peut être très cool avec toi, avec vous, et dans les boulots, c'est un gros con. Et alors, votre recommandation, en fait, leur recommandation pour vous va avoir l'effet inverse. Ça ne va pas être une bonne chose. De toute façon, vous avez eu une recommandation. Et c'est une vraie recommandation. Il faut tout à fait encore présenter un CV qui soit les minimums de minimum élégant. C'est les minimums syndicaux. Mais c'est quoi qu'il y a dans ces mots élégant? Élégant, c'est ni trop, ni très peu. Donc, c'est l'efficacité, c'est la simplicité. Encore une fois, il ne faut pas penser que simplicité, c'est synonyme de basique. Parce que la simplicité, toutes les formes de simplicité sont élégantes. Il faut vraiment
dissocier l'image de basique et des simples. Ce sont deux choses bien différentes. Bon, du coup, chercher la simplicité et on part déjà vers l'élégance, cette élégance qu'on cherche. Bon, dites cela, on peut passer on peut inverser encore plus notre point de vue et penser exactement aux critères de sélection. Parce que quand on fait un CV, bien sûr, on pense pas que, on ne doit pas penser que au niveau de faire les CV, mais on doit aussi penser au niveau de ce que va lire, de ce que va sélectionner, c'est-à-dire les recruteurs. Pour ça, il faut comprendre aussi un peu comment nos cerveaux ils marchent. Et un peu plus comment notre sensibilité elle marche. C'est là, je veux vous montrer là, mais je veux revenir. Si les compétences, les aptitudes, les expériences professionnelles renvoient à des caractéristiques spécifiques de chaque sujet, la façon que nous saisissons les mondes et, par conséquence, la façon par laquelle nous les lisons est la même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez autour de vous. Mais vraiment, regardez autour de vous. Là, je suis dans la fac. Mais autour de moi, il y a des fenêtres, puis je vois l'extérieur. Mais devant moi, il y a un tas de tables de la fac, que vous connaissez meilleur que moi. Donc, je ne veux pas aller à l'extérieur, je vais rester sur les tables, c'est plus facile, c'est plus pratique. Qu'est-ce qu'on voit? On sait que ce sont des chaises, on sait que ce sont des tables. Mais ça, ce n'est pas la première chose qu'on voit. On voit aussi les qualités, ce qu'on appelle de qualités sensibles. C'est ça qui intéresse à nous de taper fort. C'est sur les qualités sensibles. Quand on parle de la façon que nous saisissons les mondes et que nous les lisons est la même, c'est parce qu'on saisit les mondes, tous, on saisit les mondes par nos sens. Qui a dit ça? C'était pas moi. Qui a dit ça? C'était Maurice Merleau-Ponty dans son livre qui s'appelle Phénoménologie de la perception. Et moi, je suis tout à fait d'accord que les premières approches qu'on a avec les mondes, c'est cette approche sensible. Et du coup, ces premières approches, bien sûr, il va varier d'une certaine façon. Parce qu'on sait que malheureusement, ils sont sourds. C'est que malheureusement, sont malvoyants. Donc, ils vont percevoir, ils vont continuer à percevoir le monde autrement. Mais cet autrement va être encore par les sens. Donc, c'est là qu'on va arriver. Pourquoi je dis tout ça? Pour comprendre que si on saisit pas tout de la même façon, mais si les premières approches qu'on a vers les mondes, c'est à travers les sens, et qui ça, c'est comment on monde, qu'est-ce qu'on peut penser alors? Qu'est-ce que c'est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qui varie, c'est en fait l'interprétation et la valeur que nous accordons aux choses, aux gestes, aux pratiques, etc. Donc, la valeur, c'est vraiment c'est que je valorise comme quelque chose de positif, par exemple. C'est pas forcément c'est que vous valorisez en tant que quelque chose de positif. Suivant, moi, je travaille encore en tant qu'animateur et surveillant dans les écoles maternelles et élémentaires.
Et une chose qui me choque souvent, c'est la quantité de gaspillage qu'il y a par rapport à la nourriture. Hmm. Euh, et ça, c'est un truc énorme que je vois qu'il y a des gens qui s'en foutent pour ça. Hmm. Oui, c'est compliqué que en 2020, il y a des gens qui ne pensent pas forcément au gaspillage de nourriture. Mais ça, c'est une interprétation du monde. Ça, c'est une valeur. Une valeur. Hmm. C'est des mondes intelligibles. Du coup, on voit qu'il y a une façon comment de saisir les choses, c'est la façon par les sens, que nous tous, on arrive à saisir les mondes par les sens, et aussi il y a la façon particulière, qui c'est cette façon intelligible, que chacun va avoir son interprétation, chacun va accorder une valeur spécifique, un geste, une pratique, une chose, voilà. Et dans son ensemble, on voit que des critères de sélection qui, de, de recruteur vers recruteur, les critères de sélection d'un bon CV, ils vont avoir des points en commun et ils vont avoir aussi des divergences. Et, et les points communs, c'est que tous les CV qui ont, par exemple, une bonne esthétique, on va utiliser ces mots, une bonne esthétique, ils ont déjà un avantage. Peu importe les domaines, peu importe vos compétences, peu importe. S'il est beau, il a déjà un avantage. Bien sûr, la beauté, c'est encore une valeur. Mais c'est une valeur institutionnalisée. La beauté, normalement, c'est que c'est harmonique, c'est que c'est agréable, c'est que c'est symétrique, voilà. C'est que nous permet de respirer. Et on va voir là comment les critères de sélection, ils tournent autour de ça, en fait. Donc, autour de ça, on voit que les principaux, hein, il y a plusieurs, encore une fois, mais les principaux critères de sélection, ils sont fondés sur la lisibilité, sur les profils professionnels et la formation professionnelle. Là, on va clairement une distinction entre forme et contenu, on peut dire entre expression et contenu. C'est quoi la lisibilité? La lisibilité dont je parle, c'est exactement, là j'ai mis des textes, c'est plus facile pour se rendre compte, qui c'est exactement l'idée de premier tri. C'est les premières approches que les sujets à demandent. Donc les premiers tri que c'est fait, c'est généralement exactement sur la présentation, les designs, les couleurs, l'harmonie visuelle, c'est ce qu'on appelle de l'élégance visuelle. Hein. S'il est bien foutu, il a une symétrie, il a une sorte de, s'il est équilibré, on va dire. Voilà. C'est la simplicité. La simplicité, elle est équilibrée. Voilà. Et ça apporte des avantages. Ça apporte des avantages. Pensez à ça. Ça nous permet de rendre notre CV plus élégant. Comment il va être perçu, hein? Comment il va être saisi par le recruteur. Donc, voilà. L'avantage de lisibilité, donc, c'est un peu ça. Plus un CV est clair, lisible, bien structuré, plus le travail de lecture est facilité. Du coup, il va être agréable à lire. Il va nous inviter à lire. C'est la même chose qu'un livre. Hein. La couverture d'un livre. Moi, j'ai déjà acheté pas mal de livres, franchement, que pour la couverture. Hein. Elle m'a donné envie. J'ai trouvé belle la couverture et comme ça, je les ai achetés. Je pense qu'on est tous à peu près pareil dans ce sens. Je ne veux pas dire que tous les livres que j'ai achetés, c'était en fonction de la couverture. Mais une partie, oui. Voilà. Si on ne connaît pas l'histoire,
La couverture qui va nous donner envie. C'est ça. Quelle est la couverture? Notre CV, les designs de notre CV, c'est la couverture du livre. Donc, ça va toucher où les documents confus, négligés ou trop compliqués sont vite éliminés parce qu'ils sont fatigants à lire. Il faut vraiment être dedans pour les comprendre. Euh, il faut vraiment faire des efforts pour arriver à les comprendre. Et quand on reçoit 200 CV pour une poste, on ne veut pas prendre la tête, on veut prendre celui-là qui a eu la patience, qui a eu l'envie de faire une chose agréable à lire. Voilà. Les profils professionnels. On voit bien, on commence à bien remarquer qu'il a normalement trois critères majeurs que vont être mis en évidence. Du coup, les profils professionnels, c'est les contenus. C'est votre vie, l'emploi ou la fonction que vous recherchez, les détails des tâches effectuées, vos responsabilités exactes. Ça sert à quoi mettre, par exemple, dans mon cas, par exemple, enseignant à l'université par critères. D'accord, mais enseignant de quoi? Quelles étaient les disciplines que vous donnez? Donc, c'est là, il faut détailler vraiment le profil professionnel. C'est déjà notre structure. C'est déjà, il faut encadrer ça avec l'élégance. C'est là que ça commence à compliquer. Les résultats que vous avez obtenus, ça c'est très particulier. Si vous avez fait vraiment de chiffre d'affaires dans une entreprise qui est, ça c'est devenu un peu information du journal local, ça vous pouvez mettre, mais c'est un peu rare. Vos stages en entreprise, ça c'est très important. Je ne sais pas combien d'entre vous, peut-être personne, mais on n'a jamais trouvé un emploi. Ça veut dire, vous êtes dans vos domaines et vous cherchez quelque chose dans vos domaines. Ça va être votre premier emploi CDI, on va dire. Mais par contre, vous avez fait déjà pas mal de stages, mais vraiment pas mal de stages, ou encore pas mal de petits boulots. Mais vous n'avez jamais eu de CDI. Est-ce que je dois mettre les petits boulots dans mon CV? Oui, c'est toujours bien. Si vous avez jamais eu de vrai CDI, et vous cherchez vraiment se positionner dans les marchés du travail, c'est toujours bien de mettre vos stages, vos expériences professionnelles. Parce que ça démontre votre profil professionnel. Ça démontre que vous êtes bosseuse ou vous êtes bosseur, que vous attendez pas une aide, que vous attendez pas que quelque chose arrive au secours. Ça démontre aussi que vous êtes actif. Donc, c'est très intéressant dans ce sens. En plus, on sait tous que les stages et les petits boulots qu'on fait sont tous des boulots très très durs à faire. On prend l'exemple, je sais pas, boulangerie, travailler dans une boulangerie, dans la restauration, les petits boulots d'été et tout ça sont toujours suivants des petits de boulots, pardon, très très durs. Et du coup, avoir entre guillemets subi ça montre que vous avez un profil professionnel vraiment actif, que vous voulez vraiment progresser. Ça, c'est une caractéristique qui attire les recruteurs. En d'autres termes, votre expérience professionnelle, en faisant là, quand on parle de profil professionnel, c'est en gros votre expérience professionnelle, en faisant attention de souligner la position occupée et les responsabilités assumées. Si vous êtes cadre, vous les mettez, voilà,
vous allez mettre que oui, j'étais cadre dans telle entreprise. Mes responsabilités, c'est de gérer 10 personnes dans mon bureau, plus une équipe à distance de 20 personnes un peu partout dans le monde. Mais on peut partout dans le monde. Dans quel pays? Vous voyez, il faut aller à fond. Il faut vraiment creuser les machins pour pouvoir mettre en valeur votre boulot. Et là, l'autre élément que c'est très important, c'est la formation professionnelle. On est là sur les gros machins. Hein. On est sur les gros machins. Vos diplômes. Vos diplômes peuvent être organisés de plusieurs façons. Ça va dire ordre chronologique. Ordre chronologique, comme j'ai dit, c'est on mettre d'abord les plus anciens jusqu'aux plus récents. Ça, c'est pas tout à fait appréciable. Par ordre chronologique, inversé, ça veut dire que on met d'abord les derniers diplômes. Par exemple, moi, mon dernier diplôme, c'était doctorat. Du coup, je mets d'abord doctorat, après mon master et après ma licence. Donc, on peut faire encore les diplômes d'une façon thématique. Hein, quand j'ai pas sélectionné selon le poste qu'on essaye de pourvoir. Bien sûr, si on peut, par exemple, si on a un doctorat qu'il est en deux masters, si on a deux masters, mais un de ces deux masters n'a rien à voir avec les postes que je cherche, pourquoi je vais les laisser là? Hein? C'est meilleur de ne pas les mettre, de faire une chose basique non, simple, mais efficace. Voilà. Et les cours complémentaires et des spécialisations. Ça compte beaucoup, surtout dans les domaines de la gestion, parce que dans la gestion, il y a les lois, les règles, les logiciels, ça change tout le temps. Et donc, ça montre que vous êtes toujours aligné avec les nouveautés de marché. C'est très important. Donc, on voit bien qu'il y a ces trois demandes. On va dire les demandes esthétiques, plutôt de la lisibilité. On a aussi de votre vie professionnelle. C'est vraiment la vie professionnelle. Hein, et aussi de votre formation. Donc, ce sont les trois axes principaux. Mais c'est ça, ce sont les trois axes principaux, mais c'est tout. On pourrait bien dire que les restes de contenu de votre CV, c'est rempli de détails. Mais c'est là que ça se joue tout, en fait. Parce que, mais c'est dans les détails que se jouent les recrutements dont on revient à la problématique initiale de la lisibilité et du design. Hein? Tout ça, pourquoi? Parce que ça va montrer aux recruteurs que vous avez eu de l'attention au moment que je faisais votre CV. Que vous avez dédié du temps pour faire ça. Donc, et en plus, la question de la lisibilité, c'est de détail, mais on a vu que par contre, c'est la première chose que on remarque. Donc, voilà. Là, on s'approche de la fin. Les erreurs à éviter. Il y a plusieurs. J'ai juste quelques exemples. Votre CV écrit recto verso. Bon, quand on va en CV, on ne tourne jamais la page. Qui ici a déjà pris un CV en main et a tourné la page pour voir s'il y avait derrière quelque chose? Donc, un CV, il doit avoir une page et c'est bon. Personne ne tourne la page pour les voir. Si vos CV est imprimé, il faut faire gaffe avec la qualité de papier.
il faut faire gaffe pour voir si le papier il est sale, il est propre, il est abîmé. Voilà. Ça, c'est très important. Ce sont des détails encore. Là, on est en train de affiner la chose. On est en train de tout apporter pour que vous puissiez réussir, vraiment. C'est tous les mal que je vous souhaite, c'est que vous réussissez. Les photocopies, des photocopies. Voilà. Donc ça, c'est au bout du moment, ça devient plus lisible, donc ça sert à rien. En plus, ça devient moche, ça devient pixelisé, on commence à pas arriver à lire correctement, donc non. En plus, ce qui est, à chaque poste, techniquement, il fallait faire notre CV. C'est ça qu'on on dit depuis les débuts. La photo. La photo, c'est toujours double tranchant. Je renforce. La photo, c'est double tranchant parce que ça va activer une évaluation de la partie de recruteur, une évaluation subjective. Parce que malheureusement, si aujourd'hui, 2020, on sort dans la rue et on est jugé par la couleur de notre peau, on est jugé par notre genre, on est jugé par la couleur de nos cheveux, par la taille qu'on fait. Vous pouvez bien imaginer que on va être jugé aussi sur notre photo de CV. Du coup, je vous conseille de ne pas la mettre, à l'exception si elle est vraiment demandée. Si elle est demandée, là, s'il vous plaît, la photo, elle ne doit pas être de mauvaise qualité, elle doit être d'une bonne qualité. Et en plus, c'est là qu'on se regarde et on se dit, oh là là, mais je suis beau là, je sais, c'est rare, mais ça arrive. Donc, voilà. Et jamais utiliser une photo ancienne. Ça, c'est bizarre. Parce qu'à partir du moment que tu arrives pour l'entretien, on se rend compte que c'est plus la même personne. Donc, c'est un peu gênant. Il faut éviter aussi l'énumération simple des emplois. Exemple successif, les répétitions. Par exemple, si on met 1998 jusqu'à 2000, enseignant BTS. 2000, 2003, enseignant au lycée. 2003, 2005, enseignant à l'université. Voilà, on voit que ce sont des numérations successives qui n'apportent pas beaucoup de choses. Et en plus, on n'explique pas ce qu'on fait vraiment. Dans la question de la lisibilité, on sait très bien qu'il faut, et on doit essayer de mettre le plus d'informations possible dans notre CV. Par contre, il faut toujours faire gaffe aussi avec les manques d'aération dans la forme. C'est ce que je suis en train d'appeler ici des zones de soufflement. Je sais pas, j'ai mis zone de soufflement parce que je savais pas, j'avais pas trouvé les mots en français. Vous voyez quand il y a les tableaux, quand on regarde les tableaux, il y a toujours une zone dans les tableaux qui c'est une zone de respire où elle est un peu plus vide, mais c'est normalement où notre regard il repose. C'est où notre regard il peut être plus confortable. Donc c'est cette zone. Il faut du coup avoir des zones d'aération. C'est ça, parce que notre regard va poser, il va reposer dans ces genres de zones. Du coup, là, on revient à l'espace entre les caractères quand même. Voilà. Là, on revient un peu au même sujet, là. Les informations trop floues. Anglais, parler couramment, scolaire, quel niveau? Si on met juste anglais, ça ne veut rien dire. Comptable, comptabilité,
de clients, de fournisseurs, agricoles, bilan inclus. Voilà. Serveur, mais vous avez bossé où? Brasserie, café, restaurant, dans un gîte, je ne sais pas. Contremaître, dans quel domaine? Quelle responsabilité? Voilà. Il y a tout ça qui joue. Il y a aussi les fameux trous de CV. Ces trous de CV, on peut remplir avec des stages que vous avez fait, des bénévolats que vous avez fait, des expériences d'autres, une année sabbatique, je sais pas, d'autres choses. Mais il faut essayer de remplir ces trous de CV. Si c'est pas possible de remplir, il faut, avec un cours, par exemple, ah non, cette année, je me suis dédié pour faire plusieurs cours. Donc, c'est pour ça que, comme vous voyez, il a ces trous dans mon CV. C'est possible. Là, peut-être que il faut essayer de justifier, pas forcément dans votre propre CV, mais dans un éventuel entretien, parce que cette question, certainement, va être posée. Pourquoi, pendant 2 années, vous n'avez rien fait? Voilà. Faites attention, 2 petites choses pour finaliser. Votre adresse mail. Jamais utiliser adresse mail boubonnette, chérie, gmail.com. Ton prénom, non, ça suffit. Voilà. Inversé avec les points, les tirés de 8, les tirés de 6, peu importe. Mais il faut que ça soit net. Attention avec votre messagerie vocale. Si votre candidature est retenue, la première chose qu'ils vont faire, l'entreprise va faire, c'est de vous appeler. Si vous accrochez pas, ils vont tomber sur votre messagerie vocale. Et là, ils peuvent avoir une surprise. Donc, voilà. Attention avec l'utilisation de certains mots aussi. L'argot, les verlans, des expressions très particulières. Donc, il faut éviter. Il faut éviter. Aussi que éviter les abréviations. Surtout dans les CV. Parce que si on met en CV une abréviation qui les recruteurs ne connaissent pas, du coup, pour lui, ça ne va rien dire. Et il ne va pas avoir l'intérêt de continuer à lire. Pour finaliser, dois-je envoyer mon CV en PDF, en Word? Cela dépend. Cela dépend. Je vous explique. Parce qu'en fait, c'est très bien si on envoie directement à quelqu'un, utiliser les formats PDF. Parce que, ça va vous protéger que la personne par accident ou qu'elle soit mal intentionnée, elle puisse modifier votre CV. Donc, encore une fois, soit par accident, soit parce qu'elle est mal intentionnée. Un autre avantage, quand on fait comme ça, c'est que ça va assurer que votre CV sera toujours les mêmes. La mise en page sera toujours la bonne, peu importe où la personne va ouvrir votre CV. Ce sont des avantages. Par contre, si vous allez télécharger votre CV, faire ce qu'on dit de upload, les Word, il est préférable parce que les logiciels qu'il y a derrière les systèmes de banque d'emploi, ils arrivent mieux à lire les mots qui sont dans un fichier Word. Des fois, ils ont des difficultés pour reconnaître les mots dans un fichier PDF. Bien sûr, si les sites de banque d'emploi demandent que vous envoyez les CV en PDF, du coup, c'est pas trop difficile de répondre à la question. Mais elles sont peut-être des questions que un jour vous allez vous poser. Mais c'est ça. Bon, là,
on a fini aujourd'hui. Et on a quelques minutes. On a environ 3 minutes encore. Et je vais vous demander, si je ne vais pas vous demander encore, mais là je vais vous demander pour la semaine prochaine, mais je vais quand même vous envoyer un mail en expliquant tout en détail, comme ça ce sera plus facile aussi. Mais je vais vous demander de faire une esquisse d'un CV. Comme ça, vous allez prendre une feuille de papier et dessiner vraiment une photo là, nom, prénom, adresse mail, voilà, vous allez faire avec les séparations, voilà, tout. Vous allez en fait imaginer un CV et au lieu de les faire dans un logiciel, on va le faire dans les formats papier. Et bien sûr, il ne faut pas prendre la tête, par exemple, avec les contenus en soi. Il faut juste souligner expérience professionnelle, formation, voilà, les, les choses que vous voulez mettre. Mais il ne faut pas détailler, pas pour l'instant, parce que à partir de là, en fait, ce qu'on va faire, on va prendre la lisibilité que vous avez imaginée dans les papiers et on va transférer cette lisibilité à un outil numérique. Donc, à partir de cet outil numérique, là, on va construire votre CV détaillé, comme vous allez présenter, donc les étapes prises et tout ça. Bien sûr, ça peut paraître chiant, mais c'est ça. Je me sens dans l'obligation de justifier ces genres de choix. C'est parce qu'en fait, on pense quoi quand l'effet de faire dans les papiers, c'est pour, travailler la notion de créativité, travailler votre créativité pour bien comprendre cette notion de lisibilité. Deux, que l'on passe vers l'outil numérique, là on commence à avoir quelques contraintes. De contraintes de genre, je ne sais pas utiliser l'outil numérique parce que j'arrive pas à transformer ce que j'ai pensé dans un CV concret. Deux, ça fait trop d'informations. Et trois, j'ai oublié. Mais trois, il y a un rapport entre les passages de un à l'autre, de la lisibilité, ça veut dire de la forme jusqu'au contenu. Donc, c'est là. Ça paraît, ça, pour ceux qui sont plutôt pragmatiques, ça peut paraître de faire ces dessins, ces esquisses, mais par contre, c'est vraiment pour travailler les côtés de la créativité, vous faire penser donc cette notion de lisibilité, parce qu'on est toujours plus à l'aise si on dessine, on n'est pas limité de toute façon, donc c'est pour ça qu'on est plus à l'aise. Et après, transférer ça dans un outil numérique. Ça, parce que ça peut servir pour vos CV ou pas, je ne sais pas, mais l'intention, c'est vraiment que vous arrivez à l'utiliser. Donc, à la fin, on va avoir un CV. Mais c'est ça. Et pour ça, comme on est à distance, je vais vous demander de le faire en papier et de prendre en photo avec vos portables. Mais il ne faut pas oublier de bien envoyer votre nom, prénom, groupe, et voilà. Donc, je vais vous envoyer un mail en expliquant tout en détail, comme ça, ce sera plus facile. Ça va être un peu la même chose que je viens de dire, mais par écrit, c'est toujours plus pratique. Moi, vous allez voir comment consulter. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner une date pour prendre ça et quelques d'autres informations complémentaires. Mais sinon, avez-vous des questions?
Bon, dans ces cadres-là, j'espère que vous faites pas trop chier, je vous fais pas trop chier, et que vous avez quand même passé un bon moment. Et sinon, je vous souhaite alors une bonne fin de journée, ou bon apéro, et aussi au bon week-end. Et merci d'être venu, d'être là. Merci.